Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide à Washington. Ravi de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui. Des titres que nous allons développer ce lundi soir. Bonsoir. Bonsoir Jacques. Moins de la moitié des 136 chefs d'État et de gouvernement qui viennent cette semaine à l'ONU pour l'Assemblée générale ont participé au sommet climat. Est-ce la déception à New York ? Jacques, on ne peut pas vraiment parler de déception à New York parce que c'était prévu qu'il y aurait uniquement 66 pays présents à la réunion de ce matin, une réunion initiée par Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Donc 66 pays ont répondu sur les 136, comme vous l'avez dit, sur les 136 présents ici à New York. Mais sur ces 66 pays, tous ont décidé de signer un accord en faveur de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc ça, c'est très positif, même s'ils ne sont que 66. Et aussi, la grande surprise, c'est la présence de Donald Trump qui avait en fait dit qu'il ne participerait pas à la réunion sur le climat. Mais il est venu pendant quelques minutes pour écouter le discours du Premier ministre indien. Du concret. Le patron de l'ONU a invité à la tribune la jeune suédoise Greta Thunberg, symbole de la jeunesse mondiale révoltée contre l'inaction des gouvernements. Qu'a-t-elle dit ? Jacques, l'écologiste de 16 ans, Greta Thunberg, s'est adressée aux dirigeants et elle s'est même permis de les sermonner. Je vous cite ses paroles. Elle a dit « Comment osez-vous ? Vous m'avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses. » Et donc elle a ajouté qu'au lieu d'être à l'ONU aujourd'hui, elle devrait normalement être à l'école de l'autre côté de l'océan. Non, voilà. Véritable coup de gueule de Greta Thunberg. Il y a également cette nouvelle d'Ili. L'ONU annonce que le Gabon va être le premier pays africain à être payé par des fonds internationaux pour poursuivre ses efforts contre la déforestation sur son territoire, recouvert à près de 90% par la forêt. Qui va accorder l'argent et combien ? Jacques, l'annonce est historique car c'est la première fois. L'argent va être accordé par la Norvège et une somme de 150 millions de dollars qui vont en fait servir à lutter contre la déforestation au Gabon et aussi ce contrat signé sur une période de 10 ans avec Libreville va permettre en fait de préserver les forêts et ainsi de réduire les effets du gaz à effet de serre. Du concret également dans ce domaine d'Ili. Beaucoup de concret, oui. Didi Dicko, vous êtes notre correspondante à New York. Vous allez avoir du pain sur la planche cette semaine. Rendez-vous est déjà pris pour demain. Tout à fait. Je vous retrouve demain. À demain, Didi. Merci beaucoup. À demain. Chaque après-midi, des marchands de poissons attendent impatiemment le retour des pêcheurs sur la plage de la région de Makawa. Malheureusement, beaucoup d'entre eux rentrent chez eux les mains vides à cause de la raréfaction du poisson dans le lac. Par exemple, aujourd'hui, ceux d'entre nous qui sont allés pêcher dans le lac ont fait d'énormes pertes. Nous venons tout juste d'arriver avec du poisson pouvant remplir 2 seaux de 5 litres, vendus à environ $2 chacun. C'est une perte énorme pour nous. Certains pêcheurs disent que les poissons deviennent rares à cause du changement climatique. D'autres soulignent l'augmentation du nombre de bateaux de pêche sur le lac, ce qui entraîne une vive concurrence pour les prises. La pénurie a obligé les pêcheurs à doubler le prix proposé aux commerçants comme Lucia Amidou. Chaque fois qu'ils attrapent peu de poissons, le prix augmente et peut atteindre environ $100 par caisse. Souvent, on négocie pour avoir la caisse à environ $90. Pour nous, les commerçants, c'est une perte énorme. Nous n'arrivons même plus à nourrir nos familles. La diminution des prix a également contraint les marchands de poissons chevronnés à faire faillite, nombre d'entre eux ayant opté pour une autre solution, comme Joseph Maïda, qui est maintenant éleveur de bétail. C'est comme si je faisais d'une pierre 2 coups. J'utilise les excréments pour fabriquer du fumier composite
Quand je n'ai plus d'argent, je tue une chèvre et je vends la viande. Parallèlement, le gouvernement tente de sensibiliser les communautés à la réglementation visant à réduire la surpêche. Certains filets de pêche sont par exemple interdits et des périodes de fermeture sont imposées. En outre, les communautés font pression sur le gouvernement pour prolonger l'interdiction annuelle de la pêche de 2 à 5 mois dans l'espoir que les poissons augmentent. Le protocole d'accord signé à Luanda le mois dernier entre le Rwanda et l'Ouganda a très peu de chances de survivre car ce n'est pas la première fois que les deux pays se sont engagés dans des initiatives similaires. Ces accords ne sont que des morceaux de papier. S'il n'y a pas une réelle volonté d'appliquer ce qui est écrit. Depuis février, le Rwanda empêche à ses citoyens de se rendre en Ouganda, entravant gravement les affaires entre les deux pays. Les choses ont changé, nous enregistrons des pertes. Les affaires ne marchent pas comme avant la fermeture de la frontière. Le 16 septembre, Kigali a abrité une réunion ad hoc pour tenter de renouer le fil du dialogue. Le Rwanda et l'Ouganda ont des liens historiques et cela devrait nous permettre de bâtir une forte alliance compte tenu des liens de longue date qui unissent les deux peuples et les deux pays. L'Ouganda accuse le Rwanda d'espionnage sans en donner les raisons. Pour sa part, Kigali dit que Kampala a détenu illégalement et torturé des Rwandais tout en cherchant à déstabiliser le Rwanda, une accusation que l'Ouganda rejette. Le fait est que nous n'avons aucun avantage à déstabiliser le Rwanda, tout comme je pense qu'ils n'ont rien à déstabiliser l'Ouganda. Malgré les progrès, les observateurs estiment que rien n'a encore changé concrètement et préfèrent adopter une approche attentiste. Une récente attaque contre une installation pétrolière en Arabie Saoudite a accentué les tensions dans une relation déjà tumultueuse entre les États-Unis et l'Iran. Washington et Riyad accusent la République islamique, tandis que l'Iran nie tout acte répréhensible. L'attaque semble avoir fait perdre tout espoir de pourparlers de haut niveau entre les protagonistes cette semaine à l'Assemblée générale des Nations unies. Rien n'a encore été décidé officiellement, mais je n'ai aucune intention de rencontrer les Iraniens. Cela ne signifie pas que c'est impossible. Je suis une personne assez flexible. Nous n'avons aucune intention et rien n'a encore été décidé. Nous rencontrons beaucoup de leaders. Nous avons environ 15 réunions programmées, mais l'Iran n'en fait pas partie. Dimanche à Téhéran, le président Hassan Rouhani a déclaré que l'Iran plaidera cette semaine aux Nations unies pour que les questions régionales restent locales. Le ministre saoudien de la Défense a présenté cette semaine ce qu'il a appelé des preuves indéniables de la participation de l'Iran à l'attaque de drones qui a rapidement et temporairement affecté le marché de l'or noir. Le président Trump s'est engagé à envoyer davantage de troupes américaines et d'équipements de défense aérienne dans la région pour soutenir les forces saoudiennes. Il a également imposé plus de sanctions à l'Iran, un succès selon le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Les tensions dans la région font évidemment partie des sujets à l'ordre du jour de la réunion des dirigeants du monde cette semaine à New York à la 74e Assemblée générale des Nations unies. C'est lundi et vous l'avez deviné, c'est le jour de votre rubrique Afrotech avec Arzouma Compaoré. Bonsoir. Bonsoir Jacques et bonsoir à toutes et à tous. Alors nous allons débuter cette page tech avec la première édition du Dev Champion. C'est un concours en ligne de programmation informatique en Afrique de l'Ouest. L'un des buts du concours est d'identifier les meilleurs développeurs d'Afrique de l'Ouest afin de les mettre en relation avec les entreprises. Les participants ont 2 heures pour résoudre des algorithmes différents avec le langage de programmation de leur choix. Le vainqueur étant celle ou celui qui aura résolu le plus de challenges possibles. Cette initiative, la première du genre dans la région, est l'œuvre de la société burkinabé Africa CRM&C qui entend ainsi organiser le concours tous les 6 mois. La première édition est prévue pour le 8 novembre prochain. La participation est gratuite et ouverte à tout le monde à l'adresse www.thedevchampion.com.
Promouvoir l'informatique chez les jeunes filles, c'est un peu le sujet de votre focus de la semaine, Arzuma. Tout à fait. Elle s'appelle Jennifer Batamulisa. Elle est rwandaise et spécialiste en informatique. Après des études en informatique en Chine, où elle obtient son master, elle est rentrée au pays avec une mission simple, promouvoir l'informatique auprès des jeunes filles de son pays. Nous l'avons rencontrée lors de son passage à Washington, D.C. dans le cadre du programme YALI. Elle nous dit ici les raisons de son combat. Depuis que j'ai commencé mon programme de mentorat, beaucoup de filles se tournent maintenant vers la technologie. Je le vois simplement en observant ma classe. Maintenant, j'ai un grand nombre de filles. Autre chose dont je suis fière, dans mes classes, les filles sont les meilleures élèves. Le Rwanda veut être un pôle technologique en Afrique et nous faisons déjà beaucoup dans ce sens. Dans le domaine des transports, par exemple, nous avons le système Tap and Go qui aide le Rwanda à atteindre son objectif d'une économie sans cash. Nous utilisons la technologie dans le secteur bancaire. Nous avons Rwanda Online qui permet de faire beaucoup de choses en ligne. Nous pouvons payer nos factures d'électricité sur Internet. Vous pouvez tout faire à partir de votre maison. Voilà pourquoi j'ai choisi la technologie, parce que je voulais développer mon pays et développer l'Afrique dans son ensemble. Voilà, Jennifer poursuit actuellement un doctorat en sécurité informatique à l'Université du Rwanda. Et maintenant, Arzuma, une invention qui va, je l'imagine, intéresser les automobilistes notamment. Et si, comme moi, vous rêvez d'un monde sans crevaison, eh bien, dites bonjour aux pneus increvables et sans air. Michelin a récemment présenté un prototype d'une nouvelle génération de pneus increvables développé en partenariat avec General Motors. Le prototype baptisé Aptis, Unique Puncture Proof Tire System, système unique de pneumatiques anti-crevaison, se compose d'une bande de roulement en gomme traditionnelle soutenue par des rayons en composite, le tout étant monté sur une jante en aluminium. Ce procédé, étudié de longue date par Michelin, avait déjà été présenté en 2005 sous deux prototypes différents, les Twill et Airless. Avec le pneu increvable Aptis, Michelin espère ainsi réduire le nombre de pneus jetés à cause de crevaisons et assurer ainsi une meilleure sécurité pour les automobilistes. La commercialisation du pneu Aptis est prévue pour 2024. Voilà, c'est tout pour Afrotech. On se dit à lundi prochain. Absolument, vous revenez lundi prochain. Mais en même temps, Arzuma, je me demande si la technologie peut venir à l'aide des langues autochtones. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Parce qu'on va parler de ça, Arzuma. Lériman Letiko, âgé de 102 ans, et son frère Létillon, âgé de 95 ans, sont les deux seuls hommes d'une tribu d'environ 6000 personnes qui parlent couramment le Yakounté. Malheureusement, ce dialecte est sur le point de mourir. L'Organisation culturelle des Nations Unies, l'UNESCO, classe la langue Yakounté comme étant éteinte. Mais les Yakou, une tribu autochtone qui vit dans la forêt, se battent pour la garder en vie. Ma mère et ma grand-mère parlaient le Yakounté. Quand nous avons commencé à interagir davantage et à nous marier avec les Maasai, c'est à ce moment que la langue a commencé à se perdre. Donc le mariage mixte avec les autres tribus nous a amenés à adopter leur langue. La plupart des Yakounté parlent maintenant le Kamasai. Aujourd'hui, Lériman Letiko utilise la tradition orale pour transmettre la langue et les connaissances culturelles à son fils et à d'autres Yakou. De nos jours, nous avons des écoles et l'accès à l'éducation est plus simple. Si le dialecte est donc introduit dans les écoles avec la collaboration des enseignants et les Yakou plus âgés, je suis convaincu que la langue pourra être réactivée. Des groupes de la société civile et le ministère de la Culture ont rédigé un projet de loi visant à documenter et à promouvoir les langues autochtones au Kenya. Mon département d'État est chargé des langues. Nous élaborons donc une politique visant à déterminer si nous pouvons préserver certaines de ces langues. Mais comme je l'ai dit, une langue n'a d'importance que lorsqu'elle est utilisée. Même si nous développons cette langue, si personne ne s'en sert pour s'exprimer, nous n'en entendrons jamais parler. Si le projet de loi sur la politique linguistique est adopté, le Yakounté et d'autres langues indigènes pourraient certainement subsister. Bonsoir à tous. Nous commençons avec les résultats des matchs allés du dernier tour des éliminatoires du CHAN en 2020.
Dans la zone ouest B, le Burkina Faso a réussi le parfait hold-up en venant à bout du Ghana à Koumassi dans les arrêts de jeu 1-0. Belle performance également pour le Niger qui a dominé la Côte d'Ivoire 2-0. Le Togo a pris une option sur la qualification et en dominant le Nigeria à Lomé 4-1. Dans la zone ouest A, le Mali a ramené le nul de son déplacement à Mauritanie 0-0. Le Sénégal a battu la Guinée 1-0 grâce à un but d'Hassan Bodj en fin de match. Un résultat donc satisfaisant pour le coach sénégalais qui a le regard tourné vers le match retour. Quand on voit l'attitude de l'équipe de Guinée aujourd'hui, avec un bloc très médian, un bloc très compact qui a refusé de jouer. Je pense que maintenant, à domicile, ce sera à eux de faire le jeu, ce sera à eux de sortir. Et ça nous donnera des espaces, ça nous permettra de mettre en exergue un peu nos flèches sur le plan offensif. Et je pense par rapport à ça, on peut espérer pour une suite meilleure. Et je pense que nous, on a appris quelque part à voyager. On a fait 3 matchs, on a gagné 2 à l'extérieur, que ce soit Côte d'Ivoire, Gambie. Je pense sur le plan psychologique, on est prêt. Je pense qu'on pourra seulement être dominé sur le plan psychologique. Et par rapport à ça, nous, je pense qu'on a des répondants, on pourra faire prévaloir nos forces. Au centre, la République démocratique du Congo s'est imposée à Bangui 2-0 devant la Centrafrique. La Guinée équatoriale a été accrochée à domicile par le Congo, 2 buts partout. Les crânes de l'Ouganda ont fait un grand pas vers la phase finale suite à leur succès 3-0 au Burundi. Victoire également à l'extérieur du Rwanda 1-0 en Éthiopie et du Soudan en Tanzanie. Au nord, courte victoire de la Tunisie 1-0 face à la Libye. 0-0 dans le derby maghrébin entre l'Algérie et le Maroc, tenant du titre. Un match difficile pour les deux équipes, à en croire le coach des Fennecs locaux, Ludovic Batelli. Il est important, je pense, de ne pas prendre de but, effectivement, parce que dans ce genre de confrontation à la maison, on sait le poids que peut avoir un but encaissé. Maintenant, effectivement, ce que je regrette, c'est les 2 situations de la première mi-temps où on aurait dû convertir au moins une des deux. Voilà, après, en deuxième mi-temps, c'était un petit peu plus tactique, un peu plus fermé. Les 2 équipes ont bien défendu. Après, sur la deuxième mi-temps, rien à dire, c'était un combat, c'était une bataille tactique, avec un arbitre qui a laissé beaucoup jouer, ne sanctionnant pas, peut-être même des 2 côtés, de nombreuses fautes. C'est un match solide, un match athlétique, et en cela, je suis content parce que les garçons ont vraiment bien répondu présent. Et puis c'est l'événement attendu ce soir. On connaîtra tout à l'heure les lauréats des prix FIFA des Best. La cérémonie de récompense des meilleurs joueurs a lieu ce soir en ce moment même à Milan. 3 Africains sont en lice pour figurer dans le 11 Pro FIFA, les Sénégalais Sadio Mané et Kalidou Koulibaly et l'Égyptien Mohamed Salah pour le prix de meilleur joueur FIFA de la saison. Et bien, chez les hommes, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Virgil van Dijk sont les 3 finalistes. Chez les dames, le trio est composé des Américaines Megan Rapinoe et Alex Morgan, championnes du monde, et de l'Anglaise Lucy Bronze qui joue en club à l'Olympique lyonnais. Les 3 entraîneurs masculins désignés sont tous en Angleterre, mais pas des Anglais. Et finalement, nous venons de l'apprendre avant de rentrer dans ce studio, c'est l'Allemand Jürgen Klopp qui a été désigné meilleur entraîneur de l'année devant l'entraîneur de Tottenham, Mauricio Pochettino, et celui de Manchester City, Pep Guardiola. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain. Une série fantastique de la chaîne HBO a pris d'assaut les Emmy Awards dimanche soir, remportant 12 trophées dont le premier prix, celui du meilleur film dramatique. La cérémonie marquait le dernier salut de la série culte Game of Thrones en fin de course sur HBO. Et c'est d'ailleurs Peter Dinklage qui a remporté le trophée du meilleur acteur dans la catégorie second rôle pour son interprétation de Tyrion Lannister. Il n'y a nulle part ailleurs où je pourrais être sur une scène comme celle-ci. Mais la vedette de la soirée était Fleabag du studio Amazon qui a remporté le prix de la meilleure comédie. Sa créatrice et vedette, Phoebe Waller-Bridge, a remporté un trophée dans les catégories meilleure comédie, meilleur scénario et meilleure actrice. C'est vraiment rassurant et merveilleux de savoir qu'une femme obscène, perverse, en colère et désordonnée peut triompher aux Emmys. Alors merci beaucoup, merci. Et pour la toute première fois, un homme noir, ouvertement gay, a remporté le prix du meilleur acteur dans une série dramatique. Le vétéran de Broadway, Billy Porter, a remporté le prix pour son rôle dans la série LGBT Pose. Oh mon Dieu, que Dieu vous bénisse tous. C'est la catégorie amour, vous tous. C'est l'amour. Un hommage a également été rendu à certains nouveaux arrivants. Jodie Comer décroche le trophée de la meilleure actrice en interprétant une assassine psychotique dans Killing Eve et Jarrell Jerome remporte le prix du meilleur acteur pour son rôle dans When They See Us, le drame de Netflix basé sur l'histoire des Central Park Five accusés à tort de viol. Ceci est pour les 5 exonérés. Ceci est pour Raymond, Youssef, Antron, Kevin et King Corey Wise.
Et voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Merci à toute l'équipe qui se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée et une très bonne semaine. Merci, à demain.